Le tourisme, levier de développement économique, un fait qui ne souffre pas de débat. Mais la croissance exponentielle du tourisme peut avoir un impact non négligeable sur l'environnement. La communauté internationale invite à pratiquer un tourisme durable et respectueux de la nature. La Journée mondiale du tourisme édition 2023 a été célébrée le 27 septembre dernier au Burkina et à travers le monde. La réflexion a été orientée sur tourisme et investissement vert. Pour ce qui concerne le Burkina, ce thème est d'actualité et renforce la conviction de l'administration du tourisme sur la promotion d'un tourisme responsable, durable et accessible à tous. Entendez par là un tourisme qui tient compte des attraits écologiques et culturels de notre pays. Un vaste programme est lancé dans ce sens et ambitionne participer au changement de comportement en aiguisant les goûts des Burkinabés pour le tourisme interne, mais pas seulement. Il s'agit de façon concrète de dynamiser un tourisme centré sur nos valeurs, notre culture, mais aussi un tourisme qui respecte l'environnement. L'heure est donc aux solutions nouvelles, aux investissements innovants qui favorisent et soutiennent la croissance économique et la productivité, mais aussi qui contribueront plus efficacement à un meilleur avenir et durable pour les populations, l'environnement et la prospérité. Nous en parlons justement autour de ce plateau avec nos invités, tous des spécialistes des questions touristiques. Et pour cela, nous avons avec nous M. Bassirou Balboné, directeur adjoint du tourisme au ministère en charge de la culture et du tourisme. Bonsoir, M. Balboné. Bonsoir, Mme Kéré. Notre deuxième invité est M. Ali Diaby Kassamba, c'est un promoteur hôtelier. Avec nous ce soir, M. Samuel Garané, président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme ONTB. Bonsoir, M. Garané. Bonsoir, madame. Et enfin, nous avons avec nous ce soir M. Jean-Paul Gango. Il est inspecteur des eaux et forêts à la Direction générale de l'économie verte au département en charge de l'environnement. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à vous aussi, chers téléspectateurs de la RTB. Ravi d'être avec vous ce soir pour une heure de débat sur des questions touristiques. Voilà, déjà, monsieur, comment se porte le secteur du tourisme burkinabé, surtout au regard de ce contexte sécuritaire que traverse le pays, monsieur Balboné? Les deux formes de tourisme ne se portent pas de la même manière. Voilà, parce que quand on parle de tourisme, il faut voir la forme du tourisme interne, voilà, qui est le tourisme pratiqué par les résidents du Burkinabé à l'intérieur de l'économie de référence qui est le Burkina Faso, et le tourisme des non-résidents, qui est le tourisme récepteur qui est pratiqué par ces non-résidents-là. Voilà. Quand on prend la première forme de tourisme citée, et on se rend compte que les chiffres ne font que croître. Voilà, parce qu'on a une forme de résilience, voilà, que cette forme de tourisme-là essaie vraiment d'impulser au niveau même du secteur du tourisme. Voilà, ce qui fait que ces 10 dernières années, le secteur du tourisme est vraiment porté par cette forme de tourisme-là. Et même en 2022, on a encore eu une stabilité au niveau même des chiffres. Maintenant, le volet où c'est difficile, où vraiment on sent qu'on a vraiment des difficultés, c'est le tourisme récepteur. C'est le tourisme pratiqué par les non-résidents. Vu la mauvaise publicité qui se fait hors de nos frontières, ça fait que les gens sont réticents à venir au niveau de la destination. Mais je me dis qu'en 2023, avec les mesures qui ont été prises, et 2023, les chiffres de 2023 au niveau du tourisme récepteur devraient connaître vraiment un bon positif. Voilà, parce qu'on a eu à tenir vraiment plusieurs grandes manifestations, telles que le FESPACO, telles que le CIAO, telles que la SNC, et à le CITO qui est prévu bientôt. Tout ça, ce sont des signaux forts qui montrent déjà que la destination vraiment est fréquentable et peut être fréquentée par tout le monde. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est en train de travailler pour relancer cette forme de tourisme qui est malade vu la crise sécuritaire. Monsieur Garané, le tourisme interne qui est promu ces derniers temps, on en parle tellement, beaucoup de promotions à la télé, dans nos différentes villes. La dernière en date, c'était à Bobo-Dioulasso. Est-ce votre avis que ce tourisme-là se porte bien? Et l'autre, le tourisme récepteur, lui, il va mal. Le tourisme récepteur, c'est vrai que c'est une forme de tourisme qui rapporte beaucoup en termes de devises, étant donné le pouvoir d'achat des visiteurs internationaux qui viennent dans le pays. Mais il faut reconnaître que c'est une forme de tourisme très sensible, surtout à travers la mauvaise communication et les images, et même la communication que certaines chancelleries font vis-à-vis de leurs ressortissants. Et la seconde forme de tourisme dont le directeur vient de parler, à savoir le tourisme interne, c'est cette forme de tourisme qui consiste à inciter les nationaux à visiter les sites touristiques. Et nous avons constaté, comme il a dit depuis une dizaine d'années, que c'est véritablement cette forme de tourisme-là qui maintient l'activité touristique.
Et il y a véritablement un engouement au niveau de la fréquentation des sites touristiques, surtout les sites qui sont gérés par l'ONTB. Il y a de plus en plus de citoyens qui visitent ces sites et surtout il y a un travail de fond qui est fait au niveau des scolaires, donc des jeunes qui visitent énormément des sites. Vous voyez pendant la période de vacances l'affluence qu'il y a au niveau des colonies de vacances, etc. Donc c'est dit que l'activité touristique au Burkina Faso est portée essentiellement par le tourisme interne. Et dans ce sens, l'État a très bien compris à travers le ministère en charge du tourisme. Il y a des actions fortes qui sont menées dans ce sens. Certainement, M. Kassamba reviendra sur les mesures d'accompagnement que le secteur privé apporte très souvent en termes de réduction des tarifs durant une période. Tout cela pour inciter les Burkinabés à visiter les sites touristiques. Monsieur Kassamba, est-ce que cette réalité impacte positivement sur vos activités, le tourisme interne qui est en train de prendre son envol, au détriment du tourisme récepteur? Effectivement, les mesures qui sont pratiquées sont de nature à inciter beaucoup plus de nationaux à venir sur les sites touristiques et à utiliser, à fréquenter, je dirais, nos établissements hôteliers et nos restaurants. Ces mesures sont d'autant plus nécessaires parce que sans motivation, c'est difficile pour quelqu'un qu'il puisse se déplacer juste pour dépenser de l'argent. Voilà, il faut trouver des créneaux pour les inciter à fréquenter. Mais avant d'arriver à ces mesures, oui, est-ce que ce bond du tourisme interne est un avantage pour le secteur hôtelier en comparaison avec le tourisme récepteur qui est en train de perdre des parts? Ben, c'est une compensation, sinon le mieux c'est le tourisme récepteur, parce que ça génère beaucoup plus de revenus en termes de devises et tout. Mais en entendant compte du contexte sécuritaire et sanitaire que nous avons traversé tout récemment, le tourisme interne vient compenser et même prendre de l'envol, parce que c'était dormant, on peut dire. Le fait d'en parler, le fait d'inciter les gens, ça va demeurer même après le retour de la paix dans notre pays. Dans d'autres pays, c'est le tourisme interne même qui fait le plein. Voilà, des hôtels, des sites touristiques. Donc pour nous, c'est la bienvenue. Il faut renforcer, il faut mener des activités pour toujours développer le tourisme interne. Kassamba l'a tantôt souligné, nous sommes en période d'insécurité avec le contexte que nous vivons actuellement. Et qui dit tourisme parle de liberté dans la mobilité. Il faut bien qu'on se déplace en toute sécurité d'un point A à un point B. Comment est-ce qu'on arrive à promouvoir ce tourisme interne dans ce contexte d'insécurité au Burkina? Les responsables du tourisme sont en lien avec les forces de défense et de sécurité pour canaliser justement tous ceux qui veulent aller sur ces sites-là. On ne laisse pas les gens aller où ils veulent, quand ils veulent. Il y a un apport de sécurité en termes de personnel sur les différents sites et aussi les axes. Un travail est fait pour qu'on puisse, par exemple, d'un point A à un point B, sécuriser tous ceux qui veulent aller visiter un site touristique. Donc à ce niveau, les manifestations qu'on a organisées, on a senti effectivement une implication des forces de défense et de sécurité de la région ou de la province où l'activité s'est tenue. Et on a parlé tantôt des activités qui ont eu lieu, de grands événements tels que le FESPACO, le CIAO, le SNC. On a également senti un grand apport des forces de défense et de sécurité pour sécuriser tous ceux qui sont là pour la manifestation. Okay. Monsieur Garené, il vient de le dire, la priorité aujourd'hui c'est de promouvoir ce tourisme interne, sauf que nous sommes dans un contexte d'insécurité. Et quelles sont les actions qui sont entreprises au niveau du département pour justement assurer la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de ce tourisme interne? Je voudrais revenir rapidement sur l'importance du tourisme interne que vous aviez évoqué tout à l'heure. Monsieur Kassamba l'a évoqué, mais certainement il n'a pas insisté sur l'apport du tourisme interne. Lorsqu'on examine les statistiques au niveau des principales destinations touristiques du monde, il ressort clairement que l'activité touristique repose sur le tourisme interne. N'allons pas très loin, prenons le cas de la Chine.
les statistiques ont démontré que la plupart des Chinois, les 2/3 pratiquent l'activité touristique à l'intérieur de la Chine. Donc c'est dire que ce sont les Chinois qui sont avant tout les premiers touristes. Que vous prenez la France, qui est la première destination touristique mondiale, 2/3 des Français également pratiquent le tourisme à l'intérieur de la France. Donc c'est dire que nous n'avons pas d'autre choix. Peut-être, je dirais que la crise a été un déclic au niveau de la politique touristique du Burkina Faso. Comme on l'a dit pendant longtemps, la politique touristique était axée vers le tourisme récepteur. Mais la crise nous a montré que si nous voulons maintenir l'activité touristique nationale, il faut qu'on fasse de chaque Burkinabé un touriste potentiel. Et c'est là toute la politique du ministère, vous l'avez constaté à travers l'ONTB. Il y a eu tout récemment le lancement de la campagne du tourisme interne. Il y a également de plus en plus de communication qui s'est fait. Donc pour revenir donc à la préoccupation, le lien entre tourisme et sécurité, il faut à ce niveau qu'on puisse tenir une communication qui puisse allier non seulement la nécessité de pratiquer le tourisme, mais également qui permet de mesurer les risques potentiels. Parce que, comme vous l'avez dit, on pratique le tourisme que lorsqu'il y a la sécurité. Donc dès lors qu'il y a une crise, cela impacte directement sur l'activité touristique. Mais il faut aussi retenir qu'il n'y a pas de risque zéro. Même là où vous pensez être en sécurité, vous pouvez vous retrouver d'un moment à l'autre en insécurité. Donc c'est la communication qu'il faut qu'on puisse tenir vis-à-vis des Burkinabés, tout en mesurant le risque. Lorsque les forces de sécurité insistent sur l'insécurité dans une localité, il ne faut pas prendre bien sûr le risque, mais les Burkinabés se déplacent. Donc cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons pratiquer l'activité touristique à notre manière, bien sûr en mesurant le risque potentiel. Mais justement, M. Balbonnet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les immenses potentialités culturelles dont regorge le Burkina? Bon, concernant les potentialités, comme on l'a dit, il y a eu vraiment des inventaires qui ont été faits au niveau de l'administration et qui ont permis vraiment d'identifier pratiquement plus de 1000 et quelques attraits touristiques. Voilà, sites touristiques. Et parmi ces sites touristiques, on a pratiquement près de 399 sites qu'on a jugés majeurs et à l'intérieur, ce qu'on appelle les sites phares. Voilà. Et parmi ces sites sont un peu logés dans toutes les zones touristiques. Voilà, au Burkina Faso, les 4 zones touristiques regorgent vraiment des potentialités énormes qui peuvent vraiment vendre la destination à l'interne ou vendre la destination à l'extérieur du pays. Voilà. Et concernant le tourisme, moi je ne voudrais pas qu'on cantonne seulement le tourisme à nos sites touristiques. Voilà. Parce qu'il y a d'autres formes de tourisme, comme le tourisme d'affaires, qui est même le type de tourisme qui fait vivre aujourd'hui les hôtels 3 et 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà, c'est vrai que ces potentialités-là doivent nous servir pour pouvoir vraiment valoriser la destination. Mais il y a d'autres types de tourisme qui peuvent aussi prendre le relais et puis afin de permettre vraiment à la destination d'être encore plus résiliente par rapport à la crise que nous vivons actuellement. Mais en revenant au tourisme interne, comment intéresser les Burkinabés quand on sait que la majeure partie de nous, les Burkinabés, on n'a pas cette culture de tourisme dans nos habitudes? J'entends très souvent dire que la pratique du tourisme est liée au pouvoir d'achat. En tant que spécialiste, même si je reconnais qu'il y a une part de vérité, mais il faut aussi reconnaître que c'est une vérité relative. Parce que pour pratiquer le tourisme, il faut d'abord avoir cette habitude. Il faut avoir cette habitude. Et ce qui nous manque, nous, au Burkina. Vous prenez les grandes destinations touristiques, il y a certains qui font de l'économie pendant toute une année, rien que pour s'offrir un mois de vacances. Donc, c'est une culture chez eux. Alors, pour revenir donc au cas du Burkina, comment inciter les Burkinabés à la pratique du tourisme interne? Nous sommes partis d'un constat, c'est que très peu de Burkinabés connaissent ce que le pays regorge, ce que le pays a comme potentialité touristique. Il y en a très peu. Même à l'intérieur de Ouaga et dans les périphéries de Ouaga, beaucoup de nos concitoyens ne savent pas quels sont les sites touristiques. Donc, il y a un travail de communication à faire. Il faut
peut-être dans les programmes scolaires, informer qu'est-ce qu'on a comme potentiel, les sites naturels, les sites archéologiques, les musées, etc. Il faut enseigner véritablement le potentiel auprès de la frange de la jeunesse, mais également auprès des adultes. Et je suis parfois surpris que certains à Ouaga ici n'ont jamais visité le musée national. Et vous en trouverez. Et qui passent même devant le musée national chaque matin pour se rendre à leur lieu de travail. Qui ne savent même pas que c'est le musée national. Qui ne savent même pas. Donc, c'est dit qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Et ce travail a commencé depuis que nous avons pris conscience de la nécessité de promouvoir le tourisme interne. De plus en plus, il y a des communications qui se font. Et vous voyez les sports de l'ONTB qui passent régulièrement, qui incitent donc à la pratique du tourisme. C'est donc d'amplifier cette communication-là pour que chaque citoyen sache ce qu'il y a comme potentiel touristique dans son environnement. Et c'est à partir de cet instant qu'il peut donc être animé de ce désir d'aller visiter les sites touristiques. Monsieur Diaby, promoteur hôtelier, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour inciter les Burkinabés à aller vers les sites touristiques? Il faut inculquer ça aux Burkinabés à différents niveaux. Il a parlé tantôt de l'éducation au niveau de l'école, mais il y a également au niveau des services, ceux qui potentiellement peuvent être amenés à se déplacer pour des raisons d'affaires à l'interne ou même pour des missions, ils peuvent effectivement prendre des informations à partir de groupes organisés. Il faut aussi qu'il y ait des organisations privées, on les a déjà, des agences de voyage qui prennent ça à bras le corps pour contacter de potentiels travailleurs ou des étudiants ou des élèves qui peuvent être intéressés par le tourisme interne. Si c'est organisé, il y a beaucoup plus de chances que les gens puissent effectivement s'intéresser. Sinon, laisser comme ça, les gens ne vont pas découvrir. Il a parlé tantôt de passer devant le musée. Si je ne sais même pas ce que veut dire un musée depuis l'école, c'est difficile que, en étant adulte, j'ai une idée d'aller visiter un musée. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Il faut que ce soit un besoin, comme le besoin de se vêtir, le besoin de se loger, le besoin de manger. Si on arrive à inculquer ça au Burkinabé, étant jeune, étant travailleur, je pense qu'on va trouver notre clientèle interne chez nous. Le sujet est très intéressant, mais nous n'allons pas perdre de vue notre thème. Et je le disais en introduction, la communauté internationale invite à ne pas se limiter à la promotion du tourisme purement et simplement, mais à privilégier le tourisme durable, respectueux de l'environnement. Et la Journée mondiale du tourisme édition 2023 a d'ailleurs posé la réflexion autour du tourisme et investissement vert. Et que revêt ce thème, M. Balbonnet, de la Journée mondiale du tourisme édition 2023? Ce thème vraiment évocateur. Voilà, parce que la tendance actuelle, c'est aller vers la durabilité de notre tourisme. Voilà, et parmi la politique gouvernementale en matière de tourisme, on a ce qu'on appelle l'action tourisme durable, voilà, qui prône vraiment la durabilité de notre tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir vraiment consommer notre produit touristique, mais il va falloir faire en sorte que ça puisse bénéficier aux générations à venir. C'est une thématique vraiment importante. Et les différents investissements qu'on doit faire dans le domaine du tourisme doivent prôner cette durabilité-là. Voilà. Je prends un exemple. Si aujourd'hui on veut construire, il faut construire en fonction de notre architecture. C'est ça un peu l'investissement vert. Si on veut investir dans l'aménagement des sites touristiques, il faut investir durable. Investir durable, faire des circuits pédestres, faire en sorte que tout ce qu'il y a autour, mettre en place un certain nombre d'éléments qui puissent vraiment garantir, voilà, et la survie de notre site. Parce que si on n'a pas d'investissement durable, il faut savoir que la matière que nous utilisons ici, à un moment donné, va périr. Alors qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de pouvoir utiliser cette matière qui est l'offre touristique là et pouvoir pérenniser cette offre-là pour que les générations à venir puissent en profiter. Je pense qu'au niveau de l'administration, on a même une stratégie qui puisse vraiment faire en sorte que notre tourisme-là puisse renforcer sa durabilité dans la mise en œuvre de la politique. Mais quel lien est-ce qu'il existe entre tourisme et environnement? Je me tourne vers vous, M. Gangou. La question environnementale doit être prise dans tous les domaines de développement, donc y compris le secteur touristique. On sait bien que parmi effectivement le type de tourisme
il y a le tourisme synergétique qui est basé sur la chasse des faunes sauvages. Alors, lorsque nous intervenons, par exemple, dans ce type de tourisme, effectivement, nous devons travailler non seulement à pérenniser l'espèce faunique qui est là, et travailler à ce que, effectivement, tous ceux qui sont dans cette activité puissent aussi s'en sortir. Parce qu'effectivement, lorsque ces gens n'arrivent pas à s'en sortir dans cette activité, il peut y avoir un impact au niveau, effectivement, de la faune. Donc, ça doit aller ensemble. Donc, on fait le tourisme, mais on doit permettre aussi à ce que les ressources soient toujours là. Donc, quand vous prenez le secteur des transports, puisque effectivement le tourisme prend en compte beaucoup de secteurs. Un domaine assez vaste, oui. Voilà, c'est un domaine assez vaste. Donc, il y a le secteur du transport, il y a le secteur de l'hébergement, le secteur de la restauration. Donc, tous ces secteurs-là demandent des investissements. Et ces investissements-là doivent effectivement aller dans le sens de la durabilité. Si je prends l'exemple du secteur du transport, effectivement, actuellement, on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on sait bien qu'effectivement, parmi les domaines émetteurs de gaz à effet de serre, il y a le secteur du transport. Effectivement, le transport appliqué dans le domaine du tourisme, effectivement, on doit chercher à aller vers les moyens de transport plus sobres en carbone. Je vais dire qu'ils consomment beaucoup moins, ou soit qu'ils consomment des énergies renouvelables. Voilà, donc dans ce sens-là. Merci. Et voilà, M. Garané, le thème parle d'investissement vert. Et quel sens donnez-vous à ce concept en rapport naturellement avec le tourisme? Il faut dire que l'investissement vert, comme tout investissement, doit prendre en compte la question de la rentabilité financière, parce qu'un investissement, c'est avant tout ça. Mais au-delà donc de cette question de rentabilité financière, il y a également la prise en compte de l'impact sur l'environnement. Le projet ou l'investissement qui va être réalisé, quel pourrait être l'impact sur l'environnement, non seulement sur l'environnement, mais également sur l'homme. L'homme avec grand H. Donc, vous comprendrez que quand on parle d'investissement vert, c'est vraiment très large. Il y a la question de la durabilité du projet, les ressources qui seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Il faut assurer la pérennité de ces ressources-là. Il y a aussi la question des droits sociaux. Lorsqu'on est dans, par exemple, un investissement hôtelier, par exemple, il y a la question des droits sociaux des travailleurs. Voilà pourquoi j'ai parlé tout de suite que le projet doit prendre en compte l'homme avec grand H. Donc c'est un concept assez large et le lien avec le tourisme est très fort. Parce que vous savez que l'activité touristique repose énormément sur l'exploitation des ressources naturelles. Tout à l'heure, on parlait des sites touristiques. Ce sont des ressources naturelles qui existent. C'est vrai qu'il y a des sites touristiques qui sont créés par l'homme, mais la plupart sont déjà des dons de la nature. Donc, l'activité touristique qui les exploite donc, doit non seulement se maintenir elle-même, mais aussi assurer la pérennité de ces ressources pour assurer elle-même sa survie. Parce que, comme on l'a dit, vous exploitez une ressource et en fin de compte, la ressource disparaît. Mais, donc l'activité touristique risque de disparaître. Donc le lien, il est tellement évident. Et voilà pourquoi, depuis un certain nombre d'années, l'Organisation mondiale du tourisme encourage tous les États membres à s'inscrire dans cette dynamique de tourisme durable. Monsieur Kassamba, vous êtes les premiers acteurs concernés. Est-ce que vous êtes déjà engagé dans la promotion d'un investissement vert? Merci bien. Bon, déjà, ce qu'il faut dire, à la conception jusqu'à la réalisation, nous passons déjà par une étape d'étude d'impact environnemental qui se fait chez mon voisin, dans leur ministère. Et ça fait partie des conditions d'obtention de l'agrément d'abord de construction. Et ensuite, nous, en tant qu'acteurs principaux, nous prenons toute la pleine mesure de la durabilité de ce que nous faisons. Et avec l'évolution, aujourd'hui, dans le domaine environnemental,
Nous avons conscience qu'il faut adopter, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie, le développement de l'énergie solaire dans nos établissements, ce qui va nous revenir moins cher et contribuer également à la protection de l'environnement. Il y a également l'aménagement paysager. Tout hôtel déjà, c'est un minimum. Lorsqu'on construit, quel que soit le nombre de chambres, on privilégie l'aménagement. Mais un hôtel encore qui veut investir dans l'économie verte doit s'entourer de professionnels qui vont lui dire dans quel axe il faut effectivement choisir ces équipements, parce que c'est des équipements qui consomment de l'énergie, quel type d'énergie. Ensuite, dans l'utilisation des plantes, dans l'utilisation des fleurs, il faut qu'il y ait des professionnels qui lui apportent leur expertise. Maintenant, les grands sites, il faut véritablement une implication de l'État pour qu'il y ait préservation de certaines espèces qui peuvent attirer des gens. Et ça, c'est des investissements qui sont coûteux. L'accessibilité et la protection. Donc tout ça, ça participe à l'investissement vert dans un pays et qui peut attirer, en plus de touristes internes, des touristes de l'extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et nous sommes prêts à collaborer pour que ce volet-là soit pris en compte dans nos établissements. Monsieur Balbonnet, en dehors des hôtels, quelles sont les autres possibilités d'investissement vert dans un pays comme le Burkina Faso? Oui, bon, au niveau à part les hôtels, je pense qu'il y a beaucoup de domaines où on peut investir vert. Voilà, je prends même le domaine de la restauration. On peut investir vert dans le domaine de la restauration, par exemple, parce que le vert tient compte aussi de la promotion de notre culture, à la promotion de nos mets locaux. Voilà, parce qu'on dit c'est vraiment important de pouvoir mettre un accent sur cette promotion-là. Je pense qu'on peut mettre un accent sur ça. Il y a aussi même l'aménagement des sites touristiques qui doit tenir compte forcément de ces investissements verts-là. Voilà, faire en sorte d'investir pour qu'on puisse vraiment préserver la nature. Voilà. En plus de ça, il y a d'autres formes, on va dire d'autres types d'établissements, voilà, qu'on a pris au niveau de la réglementation et dont on peut investir vers aussi. Voilà, quand on prend actuellement les établissements touristiques de loisirs, ce sont des domaines où on investit vers. Voilà, un exemple, je prends les espaces verts aménagés. Voilà, ce sont ces espaces-là qui aujourd'hui accueillent vraiment beaucoup de Burkinabés. Voilà, il y a aussi le domaine même de comment on appelle ça là, voilà, de la culture. Voilà, et faire en sorte que les manifestations qu'on organise, on puisse vraiment mettre en exergue le patrimoine culturel burkinabé. Voilà. Donc, le concept de vert ne prend pas seulement la nature, mais ça prend aussi la préservation de notre culture, voilà, de notre patrimoine culturel. Je pense que ces différents domaines-là, on doit mettre un accent dessus et investir vers à ce niveau-là. Et la communauté internationale appelle, je cite, à investir dans le personnel, investir dans nos destinations, investir dans notre planète. Quelles formes peuvent prendre ces investissements dans un pays comme le Burkina, plus préoccupé par des questions de sécurité? Monsieur Garane, qu'en dites-vous? L'appel de l'Organisation mondiale du tourisme invite donc tous les États à investir vert. Alors, quand on parle d'investissement vert, il faut reconnaître qu'il y a également une problématique majeure qui se pose, surtout au niveau du financement. Parce que M. Kassama l'a dit, étant spécialiste hôtelier, il sait bien que lorsqu'on décide de s'engager dans l'investissement vert, c'est très coûteux. L'investissement est lourd. Mais l'avantage aussi, c'est qu'en termes de durabilité, sur le long terme, c'est rentable. Prenez le cas par exemple de l'énergie solaire. C'est vrai que vous aurez à débourser une forte somme dès le départ, mais sur le long terme, vous verrez que vous pourriez réaliser de l'économie par rapport à l'électricité de la Sonabel. Donc c'est ce mécanisme qu'il va falloir qu'on puisse mettre en place, accompagner les professionnels du secteur à pouvoir obtenir des financements pour s'engager vers l'investissement vert. Donc, il y a d'abord cette question de financement,
qui se pose. Il y a également la question de spécialisation des acteurs. Tout à l'heure, il a parlé, il faut bien sûr avoir les ressources humaines compétentes pour donc accompagner les acteurs, aussi bien au niveau de l'architecture, pour la conception des infrastructures, au niveau de l'aménagement paysager, etc., etc. Et à ce niveau, il faut reconnaître qu'il y a beaucoup d'efforts à faire parce que les ressources humaines, il y en a, mais pas suffisamment pour accompagner la dynamique existante au sein donc, du secteur du tourisme. Donc, ce sont ces deux préoccupations qui freinent, de mon point de vue, l'investissement vert. Mais il faut reconnaître qu'il y a des actions qui sont en cours. La nouvelle loi d'orientation du tourisme, par exemple, a mis un point d'honneur sur la question de l'investissement durable, l'investissement vert. Il y a aussi des institutions financières qui accompagnent. Et je pense qu'il n'y a pas suffisamment de communication à ce niveau. Je pense qu'on va y revenir. Voilà sur les institutions financières qui accompagnent les investissements verts. Mais je m'adresse à présent à M. Kassamba. Voilà, il faut dire que selon toujours la communauté internationale, les investissements verts concernent aussi les infrastructures durables et l'accélération de la transformation verte, puisqu'on parle de résilience et d'adaptation. Est-ce que cette succession vous parle, vous, en tant qu'hôtelier? Oui, tout à fait. Déjà, il faut parler de changement de comportement de chacun de nous. Tous ceux qui sont consommateurs de tourisme doivent changer de comportement. Vous verrez que dans certains hôtels aujourd'hui, on ne change pas tous les draps tous les jours. Il faut que ce soit à la demande. Tout ça, c'est pour qu'on ait une économie de l'eau qui devient une denrée de plus en plus rare. Donc un investissement vert? Oui, tout à fait. C'est un investissement vert, puisque ça participe à l'économie de l'eau potable, qui est une denrée de plus en plus rare. Ensuite, il y a aussi la consommation même de l'énergie, comme je dis. Il faut que les gens puissent s'habituer à moins de consommation à travers, par exemple, la climatisation. Mais comment faire pour qu'on soit bien logé avec de l'énergie durable? Donc ça fait partie du comportement que chacun doit adopter. Maintenant, il faut une mutualisation des moyens et des choix. C'est pas bon que moi, en tant que simple responsable d'un seul hôtel, j'aille vers des commerçants m'équiper. Il y a souvent trop d'erreurs. Et ensuite, en termes d'économie d'échelle, c'est mieux qu'il y ait une vraie politique de financement de ces équipements qui respectent les normes environnementales. En ce moment, on pourra s'adresser à des fournisseurs reconnus en tant que tels et faire le bon choix de bons matériels durables. Donc tout ça, ça fait partie des choix qu'on peut opérer aujourd'hui. Monsieur Gangou, est-ce qu'au niveau du département en charge de l'environnement, il y a des acteurs privés ou publics qui se distinguent déjà dans l'investissement vert dans notre pays? Oui, il faut le dire. Je voudrais tout d'abord revenir sur le terme vert. Effectivement, qu'il faille donner plus d'éclaté. En réalité, les verts épousent les trois dimensions du développement durable qui sont l'économie, le social et l'environnement. Et quand on prend l'environnement, il y a la question d'émissions de gaz à effet de serre, il y a la question d'utilisation rationnelle des différentes ressources. Vous aurez constaté effectivement que dans nos consommations de ces ressources-là, nous consommons de façon exagérée. Et quand vous regardez l'exploitation actuelle des ressources naturelles, et on l'exploite à un rythme même qui dépasse la capacité de régénération de ces ressources. Donc, ça vous voulez parler de l'eau, l'électricité? Non, je veux dire les ressources naturelles de façon générale, que ce soit l'or, que ce soit la forêt, qui est un exemple effectivement concret au niveau du Burkina. Vous voyez, quand on recule il y a 30 ans et on revient aujourd'hui, on voit le niveau actuel de dégradation de nos forêts. C'est vraiment inquiétant. Donc ça veut dire que nous exploitons ces ressources naturelles-là de façon exagérée qui dépasse même la capacité de ces ressources-là de pouvoir régénérer pour pouvoir nous donner encore des biens et des services. Donc, il y a ça, il y a les différentes pollutions. Donc ça, c'est du point de vue environnemental. Et quand on revient au niveau social, puisqu'on a constaté effectivement que l'économie
actuel ne prend pas en charge assez, effectivement, le côté social. Vous allez voir, effectivement, qu'il y a trop de chômeurs, alors qu'on exploite assez les ressources. Quand vous partez dans le village où on exploite, par exemple, les ressources minières, vous allez constater, effectivement, qu'il y a le chômage véritablement au niveau des jeunes. Donc, ça veut dire, dans une économie verte, on voudrait effectivement à ce qu'on travaille à corriger tout cela, les injustices sociales. Il ne faudra pas qu'on vienne chez vous, exploiter vos ressources et que vous n'avez pas en retour, en tout cas, quelque chose. Donc, mais la troisième dimension, effectivement, qui est l'économie, effectivement, que ça soit économiquement rentable. Voilà, donc il faut ces trois dimensions-là pour qu'on parle, effectivement, d'économie verte ou soit du développement durable. Donc, quand on revient au niveau de l'investissement vert, effectivement, tout investissement doit prendre en compte, effectivement, toutes ces trois dimensions-là en son sein. Donc, on doit voir que l'investissement veille à ce que l'environnement ne soit pas impacté négativement, puisqu'il y a les différentes externalités négatives, effectivement, qui peuvent contribuer à dégrader la qualité de l'environnement, telle que la pollution. Et l'investissement aussi doit tenir compte, effectivement, des emplois, j'allais dire l'aspect social. Donc, la question d'emploi et la question d'inclusion sociale. Voilà. Et l'investissement doit encore être économiquement rentable. Là, on parlera effectivement d'investissement vert. Maintenant, au niveau du ministère, effectivement, nous accompagnons des acteurs effectivement dans ce sens. Vous allez voir que il y a pas mal d'acteurs qui sont dans la valorisation des déchets plastiques. Donc, on transforme ces déchets en plusieurs objets qui sont utilisables. Et il y a des acteurs, effectivement, qui sont dans la promotion, effectivement, des reboisements. Oui. Voilà. Donc, et ça participe activement à l'économie verte, c'est ça. OK, monsieur Balmonet, voilà, il a si bien fait de le signifier. Et le vert ne concerne pas seulement l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le vert dans la culture? Bon, le vert dans la culture, c'est comme je le disais, hein, c'est faire en sorte qu'on puisse vraiment, le côté social du développement durable, on puisse vraiment pérenniser notre patrimoine culturel. Voilà. Et concernant l'investissement vert au niveau de la culture, je pense que, en lien avec les sites touristiques, je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Voilà, et ces actions nous permettent aujourd'hui de pérenniser nos différentes valeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces actions? Oui, bon, sur ces actions, je veux dire qu'il y a la promotion déjà de notre patrimoine culturel à travers la labellisation d'un certain nombre d'un certain nombre d'héritages culturels. Par exemple, je prends le faso d'Anfani, le chapeau de Saponé. Ce sont des actions qui visent vraiment à renforcer la durabilité au niveau culturel pour que les générations à venir puissent profiter vraiment de ce patrimoine-là. En plus de ça, il y a aussi, lorsqu'un site est classé patrimoine, aujourd'hui, ce n'est pas le Burkina Faso seulement sa partie, mais tout ça aussi sont des éléments qui permettent aussi de renforcer la durabilité, de renforcer le vert, comme on le dit, et qui va permettre aussi au monde entier de partager ce bien-là, mais au Burkinabé de protéger et encore de mieux valoriser ce bien. Voilà. Mais est-ce qu'il y a une politique au Burkina qui encourage déjà les acteurs en faveur du tourisme durable et respectueux de l'environnement? C'est vrai que vous avez commencé à amorcer une réponse dans ce sens. Est-ce que vous pouvez y revenir? La politique nationale du tourisme met un point d'honneur sur le tourisme durable, qui, c'est vrai, on l'a abordé brièvement, qui prend en compte la préservation de l'environnement, qui prend en compte également les droits sociaux, qui prend en compte la préservation de la culture, etc. etc. Donc, sur ce plan, il y a beaucoup de mesures d'accompagnement au niveau de la politique nationale. Je dirais que la mesure principale, c'est le Fonds de développement culturel et touristique qui a été institué par le ministère, qui accompagne énormément les opérateurs du secteur
pour les investissements surtout verts. Et c'est pris en compte dans l'examen des projets qui sont soumis donc auprès de ce fonds-là. Et je disais aussi qu'il y a des initiatives privées. Je suivais un temps une banque qui accompagnait les entreprises qui désiraient donc investir dans l'énergie renouvelable, l'énergie solaire, etc., etc. Donc, c'est d'inciter davantage les institutions financières à multiplier ces genres d'initiatives, à accompagner davantage les acteurs. Comme je l'ai dit, l'investissement dans le vert est coûteux. Donc, il faut qu'il y ait des mesures fortes pour les accompagner. Et le ministère fait sa part, comme je l'ai dit, à travers le fonds, mais il faut reconnaître qu'il y a encore beaucoup à faire pour accompagner suffisamment les acteurs. Quelles sont vos appréciations justement par rapport à ce fonds pour accompagner les acteurs? Nous bénéficions déjà de ce fonds pour déjà les investissements immobiliers, les équipements mobiliers. Nous bénéficions déjà de ce fonds. Et même pour nous former, on peut faire recours à ce fonds-là. Bon, ce serait un plus encore si effectivement il y avait une particularisation de l'apport en matière de développement durable. Dire par exemple qu'on peut mettre en place une ligne pour faire des investissements dans le solaire, par exemple. Je veux ne serait-ce que prendre en charge la consommation moyenne des équipements moyens, genre ce qu'on appelle les ventilateurs, l'éclairage, les téléviseurs, etc., sans aller dans les climatiseurs. Ça peut être, par exemple, un choix judicieux de dire, par exemple, le fonds de développement culturel et touristique peut accompagner tout hôtelier ou tout restaurateur qui veut investir dans du matériel durable. Faire la promotion également du bio, parce que ça ne va pas sans ça. Voilà. Et en ce moment-là, je pense que ça va être une politique établie et qui va permettre à beaucoup de gens de s'équiper au fur et à mesure. Même si ce n'est pas tout d'un coup, on peut passer par étapes et puis arriver à un moment où ça peut être à 100% tout l'établissement hôtelier. Du reste, il y a certains déjà qui font des efforts à travers même le recyclage des eaux. Il y a des gens qui ont des stations de recyclage, des grands hôtels, qui recyclent les eaux déjà utilisées dans les chambres pour les réinjecter à travers les plantes, l'arrosage, le nettoyage des surfaces, etc. C'est déjà bien. Voilà. Mais il l'a dit ici, c'est très coûteux. Mais pas à cette échelle, mais pour accompagner les petits hôtels, on peut aller déjà sur le plan de l'énergie, l'éclairage, le fonctionnement des brasseurs d'air, etc. Voilà, ça déjà, ce serait pas mal. Mais quelle place occupent les espaces verts, les réserves, les parcs dans cet investissement vert dans une ville comme Ouagadougou? Oui, bon. C'est vrai que depuis le début, on n'en a pas parlé. Oui, dans une ville comme Ouagadougou, il est vraiment important d'organiser ces espaces verts-là. Voilà. Moi, je vais prendre un exemple comme le centre-ville de Ouaga. Le centre-ville de Ouaga peut être... on peut créer des espaces piétons. Voilà. Dégager le centre-ville pour que les gens puissent marcher. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la façon dont nos villes sont construites, ça reste vraiment beaucoup à faire en matière vraiment d'organisation. Voilà. Par exemple, on peut créer des pistes de piétons et faire en sorte qu'il y ait des mini-jardins, des poumons écologiques à l'intérieur. Je pense qu'avec la nouvelle réglementation qui va rentrer en vigueur, on va mieux organiser ces espaces verts-là. Parce que pour pouvoir vraiment exploiter un espace vert maintenant, là, vous devrez avoir une licence d'affaires. Voilà. Et cette licence d'affaires, avant de l'avoir, il y a un certain nombre de prérogatives que vous devrez remplir. Voilà. Et des conditions que vous devez remplir pour pouvoir avoir cette licence-là. Et naturellement, voilà, le gouvernement l'administration va passer chaque fois pour effectuer des contrôles afin de voir est-ce que si cet espace vert-là est vraiment exploité à bon escient pour le bien-être des Ouagalais et puis des Burkinabés tout entier. Je pense que c'est vraiment important. Monsieur Gango est là. Est-ce que ces espaces verts sont en nombre requis dans une ville comme Ouagadougou? Est-ce que ces espaces sont bien entretenus? Il y a pas mal de problèmes en ce qui concerne les espaces verts à Ouagadougou. Je sais que l'espace vert de l'autre côté est beaucoup empiété. Quand vous y arrivez, vous trouverez de quel côté?
La ceinture verte? La ceinture verte plutôt. Voilà, quand vous prenez la ceinture verte actuellement, qui est beaucoup exploitée par les populations riveraines, sans une autorisation, ça constitue véritablement un problème. Donc il va falloir effectivement sensibiliser la population sur l'importance effectivement de ces espaces verts-là. Parce qu'effectivement, comme le camarade ce Balbonnet l'a si bien souligné, effectivement, lorsqu'on nous avons des espaces verts dans une ville comme Ouagadougou, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, quand vous prenez le rôle même de l'arbre, non seulement ça permet effectivement un temps soit peu effectivement de consommer la poussière qui se soulève. Donc ça permet effectivement d'éviter qu'il y ait trop de poussière et effectivement ça absorbe la poussière. Voilà. Et ça permet aussi de créer par endroits effectivement là où sont situés ces espaces-là des microclimats. Donc ça régule la température. Vous voyez effectivement avec les engins que nous avons à Ouagadougou, il y a trop d'émissions de gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre sont responsables effectivement du réchauffement climatique. Donc vous voyez, à un moment donné, quand vous rentrez en ville, et lorsque tout le monde se retrouve concentré, les heures de pointe, vous sentez qu'il y a quand même une hausse quand même de température, effectivement. Donc la présence de ces espaces verts, effectivement, permet en réalité de réguler un peu effectivement la hausse de température. Donc il va falloir travailler à ce qu'il y ait effectivement beaucoup d'espaces verts, parce qu'effectivement pour une ville comme Ouagadougou, c'est vraiment très nécessaire. Monsieur Garane, votre point de vue sur ces espaces verts, on a le parc urbain Bangrouego, on a la ceinture verte, il vient de le signifier. Voilà. Qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer la fréquentation des populations dans ces espaces? En termes de fréquentation, il faut dire que ces espaces sont beaucoup fréquentés. Quand on prend le cas de Bangrouego, surtout les week-ends, il y a une forte fréquentation sur le site. Mais comme il a évoqué tout à l'heure, il faut dire qu'il y a, je dirais, une faiblesse en termes de prise en compte, prise de conscience de la population sur la nécessité de préserver ces espaces verts-là. Même Bangrouego est empiété. Souvent, je vois des passages que certains forcent pour donc pénétrer à l'intérieur de Bangrouego. Il y a la ceinture verte qui, je dirais, est partie déjà à moitié. Devenu pratiquement un site abandonné. Voilà, partie à moitié parce que les populations riveraines empiètent énormément sur l'espace qui avait été réservé. Donc il y a nécessité de faire prendre conscience à la population, de préserver ces espaces-là, et cela relève donc du rôle régalien de l'État. Je pense que face à la nécessité de s'engager dans le concept de durabilité, l'État doit donc, s'il le faut, sévir, voilà, appliquer les textes en la matière. Celui qui réalise un bâtiment, par exemple, au niveau de la ceinture verte, il n'a pas sa raison d'être là. Donc les mesures ou les sanctions qui sont prévues par les textes doivent s'appliquer. Donc il y a l'application stricte des textes qu'il faut dans ce domaine-là, et également la sensibilisation pour ne pas que ces actions-là se perpétuent. Quel est votre point de vue sur le sujet, ces espaces verts dans la ville? Effectivement, il faut une forte implication communautaire. Ça, c'est indispensable. Parce que tout ce qui n'est pas une propriété ciblée là n'appartient à personne. Dès l'instant où on dit que c'est un espace vert, c'est une ceinture verte, ça relève de l'État, on ne voit pas très bien la responsabilisation particulière de l'État. Donc, ça vient sous la coupe de personnes volontaires comme ça qui viennent entreposer des camions. On a vu des spectacles désolants lors de la destruction. Il y a des maisons dont je ne citerai pas d'utilisation ici, qui existaient sur la ceinture verte. Et ça, c'est déplorable. Donc, à mon avis, pour éviter ça, ça traverse par exemple des quartiers. Il faut amener
ces quartiers-là à s'organiser de façon communautaire, à prendre en compte la gestion de ces espaces verts. Moi, je suis dans une cité. Il est pratiquement impossible aujourd'hui à un quelconque citoyen de venir installer quelque chose qui pollue la nature, même la pollution visuelle là, pendant un certain temps. Si vous dépassez un certain temps, nous allons réagir parce que nous sommes organisés. Il y a des associations, ouais, même des gens qui ont utilisé des espaces divers pour des bases de chantier. Quand les chantiers sont finis, ils sont restés à squatter en ayant d'autres visées. Nous les avons fait partir. Donc, c'est une organisation qu'il faut. Et aujourd'hui, les nouvelles cités ont pris ça en compte. Si vous suivez un peu les actualités, il y a des contestations d'espaces verts qui sont occupés par des personnes privées. Donc, à mon avis, compte tenu de l'apport de ces espaces verts-là, il faut les confier à des communautés ou à des structures spécialisées. Et cela relève d'une formation, d'une professionnalisation. Et ensuite, maintenant, il y a les mesures de contrôle. Parce que les dérapages au Burkina continuent, parce qu'on ne sent pas trop un contrôle régulier et les sanctions appliquées de façon rigoureuse. Si on fait ça, vous allez voir que quelqu'un va voir un espace divers, il n'y a personne qui y vient, mais il ne va pas l'occuper. Parce qu'il sait qu'il y a eu des sanctions de par le passé concernant, par exemple, des gens qu'il connaît. Alors, on nous fait signe que le temps qui nous est imparti est presque épuisé. On va vous permettre de vous prononcer sur une dernière question. Et comment inciter les jeunes à entreprendre dans le vert? Monsieur Balbonnet, je commence par vous. Ok, bon, je pense qu'avant de répondre à cette question, voilà, je voulais aussi évoquer qu'au niveau de l'administration, il y a eu des études qui ont été menées dans le domaine du vert, notamment dans le financement du tourisme durable. Voilà, et cette étude-là a donné un certain nombre de résultats, voilà, et qui puissent vraiment orienter, voilà, les institutions financières telles que le fonds, dont monsieur le PCA l'a dit, qui puissent orienter ces institutions-là à prendre en compte dans les critères de durabilité, surtout les 3 types de tourisme durable. C'est vraiment important. Voilà. Et il y a aussi un certain nombre de types de financements qu'ils ont fait ressortir, tels que les financements participatifs, ce sont des financements durables, voilà, qui puissent prendre en compte un certain nombre de critères dans les projets. Voilà, parce que c'est vraiment important. Si on veut bâtir vraiment dans le vert, il va falloir commencer déjà lors de la conception de nos différents projets. Voilà, donc il y a eu des études. La deuxième étude concerne vraiment les emplois. Voilà, c'est-à-dire on a eu à faire un modèle sur les emplois verts et le modèle a fait ressortir vraiment des conclusions qui sont satisfaisantes. Voilà, avec la prise en compte vraiment du tourisme durable, on va s'en rendre compte que dans la projection, lorsqu'on va prendre le tourisme durable, on va projeter, on aura plus de 10 milliards de valeur ajoutée dans notre économie produit par le tourisme. Donc ce sont ces genres d'études qu'on va utiliser aussi pour orienter le politique les années à venir pour pouvoir aller dans ce sens-là. Bon, concernant la question, comment faire en sorte que les jeunes puissent vraiment entreprendre dans le durable, mais comme on l'a dit, hein, tout commence d'abord par le début. Il faut sensibiliser les gens, il faut montrer vraiment, faire ressortir les différents enjeux, voilà, du vert. Tant qu'on ne connaît pas les enjeux du vert, c'est difficile d'investir. Mais déjà, si on fait ressortir les différents enjeux auprès de la jeune génération et montrer un peu comment il faut bâtir ce vert à l'intérieur de nos projets. Voilà, je pense que si déjà on arrive à faire ça, on aura gagné plus dans la prise en compte du vert au niveau même des différents projets que la jeunesse peut présenter. Moi, je pense qu'à ce niveau, si on arrive à faire ça, on aura gagné plus. Merci. Garadé. Oui, merci. Je pense qu'au-delà de la sensibilisation dont tu viens de faire cas, il y a nécessité également de prendre en compte la formation ou la spécialisation des acteurs. Il ne suffit pas, par exemple, d'être architecte, mais un architecte peut décider de se spécialiser dans la conception lié au vert, donc tout ce qui prend en compte le climat, qui prend en compte l'environnement, etc. Donc, je pense qu'il y a la question de la formation et de la spécialisation des acteurs. Tout à l'heure, je parlais également du financement, qui reste aussi un goulot d'étranglement pour les opérateurs qui interviennent dans le secteur. Les investissements sont coûteux, ça nécessite beaucoup d'investissements. Donc, il appartient donc à l'État, l'État de mettre en place un mécanisme. Il y a d'autres pays qui ont réussi à mettre en place des fonds verts
C'est l'intitulé, donc des fonds qui sont dédiés exclusivement au financement de tout ce qui est lié au vert. Ici, ce serait hasardeux d'aller vers un tel projet au regard donc, du contexte. Tout à l'heure, vous avez parlé du contexte sécuritaire qui nécessite beaucoup d'investissement de la part de l'État. Mais à travers la sensibilisation, on pourrait inciter les partenaires techniques et financiers, les institutions financières et autres, à accompagner les projets qui prennent en compte la dimension liée au développement durable, liée donc au vert. Donc je pense que ce sont ces principales actions du moins qu'il y a lieu de mettre en place si nous voulons véritablement avoir une industrie touristique. Ou ne limitons pas seulement à l'industrie touristique, si nous voulons une industrie nationale qui soit véritablement orientée vers le vert. Monsieur Gango, vous avez tantôt parlé des entreprises de collecte et de transformation de déchets plastiques. Qu'est-ce qu'il faut pour intéresser les jeunes vers ces secteurs-là? Alors, déjà, effectivement, il faut des motivations. Et en plus de ce que les collègues ont dit par rapport à la sensibilisation et la formation, il faut accompagner les jeunes, effectivement, à monter des projets verts. Ça, c'est encore plus concret. Là, ils vont aller vers, effectivement, les institutions financières, effectivement, qui sont là aussi pour cette cause. Je note par là, comment dirais-je, le Fonds d'intervention pour l'environnement, effectivement, qui a des guichets, qu'on peut taxer des guichets verts, qui financent essentiellement des actions allant dans le sens, effectivement, de protection de l'environnement. Donc, on peut effectivement essayer d'accompagner ces jeunes-là à aller dans le sens, effectivement, de monter des projets verts. Effectivement, quand je parle des actions de recyclage et autres, actuellement, on parle d'économie circulaire. L'économie circulaire, en réalité, c'est de travailler à utiliser adéquatement les ressources au sein d'une entreprise et travailler à produire beaucoup moins de déchets. Et même s'il y a des déchets qui sont produits, que ces déchets-là soient utilisables. Et par là, on peut effectivement passer à créer des emplois verts. Donc, en tout cas pour moi, c'est vraiment orienter les jeunes, en plus de ce que les collègues ont dit, la sensibilisation, la formation, à monter des projets verts et travailler aussi effectivement à ce qu'il y ait plus de fonds qui financent des projets verts. Je pense que, pour ne pas faire la publicité, il y a une des banques de la place, effectivement, qui est en train d'être accréditée par le Fonds vert pour le climat pour effectivement financer ce genre d'actions. Donc, au sein de cette banque, il y a un guichet vert dédié à cela. Donc, je pense que, en tout cas, on gagnera à orienter les jeunes vers des actions plus concrètes. Là, Monsieur Kassamba, pour terminer, quel est votre avis sur le sujet? Comment intéresser les jeunes aux investissements verts? D'abord, il faut les inciter à avoir du goût pour le vert. Parce que le générique même du vert, c'est l'espèce végétale et puis l'eau. Il faut apprendre aux jeunes l'importance de l'arbre, l'importance de l'eau. Et maintenant, ils vont pouvoir initier des projets autour de ça en toute connaissance de cause. Parce que rien ne vient comme ça sans qu'on soit imprégné de la réalité des choses, la connaissance des choses. Et en ce moment, on aura une jeune génération bien au fait de la chose verte et qui vont effectivement entamer tout investissement en tenant compte de la dimension verte. Merci à tous, messieurs. Voilà, le temps qui nous est imparti est épuisé. Voilà, merci pour ces éclairages, merci pour ces partages d'expériences sur le tourisme interne durable et respectueux de l'environnement. Voilà, autour de ce plateau, nous avons M. Bassirou Balboné. Il est le directeur adjoint du tourisme au ministère en charge de la culture et du tourisme. Deuxième invité est M. Ali Diaby Kassamba, c'est un promoteur hôtelier. Voilà, le troisième invité est M. Samuel Garané. M. Garané est le président du conseil d'administration de l'Office national du tourisme ONTB. Et enfin, avec nous ce soir, M. Jean-Paul Gango. Il est inspecteur des eaux et forêts à la direction générale de l'économie verte. Et
c'est au département en charge de l'environnement. Voilà, merci à vous aussi, madame, monsieur. J'espère que le temps que vous avez passé avec nous a renforcé votre conviction, comme c'est le cas chez moi, que la destination Burkina, c'est d'abord pour nous, les Burkinabés. Merci encore. Excellente soirée à vous et à très bientôt.